Pendant très longtemps, la Corée du Sud a été le pays le plus exposé à un effondrement total de sa population. De 1950 à 2023, ils sont passés des taux de natalité les plus élevés au monde au plus bas, étant le seul pays sur Terre avec un taux de natalité inférieur à 1. Mais maintenant, les choses sont en train de changer. Pour la première fois en près de 10 ans, la Corée du Sud enregistre une légère hausse des naissances. Le nombre de naissances a augmenté par rapport à l'an dernier. Le taux de natalité est passé de 0,72 en 2023 à 0,75 en 2024. C'est un immense succès, étant donné que presque tous les pays développés ont mis en place des politiques pour lutter contre cette crise de la fertilité sans succès. Et le plus fou, c'est que cela a été accompli sans avoir besoin d'énormes flux d'immigration non plus. Alors, qu'a fait la Corée du Sud, le pays le plus menacé d'effondrement, pour commencer à inverser cette catastrophe ? Pour comprendre, revenons au milieu des années 50, quand la Corée du Sud a connu un boom démographique. Les hostilités de la guerre de Corée avaient pris fin et le pays a entamé sa reconstruction. Bien que cette période de l'histoire de la Corée du Sud ait été loin d'être stable en termes de régime politique et de développement économique, l'armistice avec la Corée du Nord a permis à de nombreux civils de se concentrer sur la création de familles. Les réfugiés ont également afflué du Nord et les citoyens rapatriés sont rentrés chez eux. Un boom démographique était inévitable. En 10 ans, leur population a bondi de 25%, soit 5 millions de personnes en plus. Sur le papier, c'était une nation en reconstruction qui se rétablissait. Mais pour le gouvernement, cela devenait rapidement une crise existentielle. La Corée du Sud était encore dévastée par la guerre, vous voyez. La nourriture était difficile à trouver, les emplois étaient rares. Son produit intérieur brut par habitant n'était que de 94 $, inférieur à celui d'Haïti, de l'Éthiopie, du Yémen et 40% plus bas que celui de l'Inde. Le pays recevait également d'énormes quantités d'aide étrangères juste pour survivre, et l'idée de devoir nourrir des millions de bouches poilies supplémentaires posait problème, c'est le moins qu'on puisse dire. À la fin des années 50, le gouvernement a intensifié ses efforts pour réduire la croissance démographique, conscient de la nécessité d'agir. Ils ont fait valoir que des familles réduites renforçaient la nation, associant la taille familiale à la survie économique. En 1962, la Corée du Sud a lancé son premier programme quinquennal de planification familiale, l'un des plus ambitieux du monde en développement, visant à réduire le taux de fécondité et à atteindre la croissance économique en promouvant les familles plus petites grâce à l'information, aux services et aux politiques de soutien social. Des slogans encourageant à n'avoir que 2 enfants, voire un seul, couvraient les murs et remplissaient les émissions de radio. Celui-ci, datant de 1974, dit « Fils ou filles, ayons 2 enfants et élevons-les bien ». Et celui-ci des années 80 encourage à n'avoir qu'un seul enfant en disant « Même 2 enfants par famille, c'est trop pour notre pays surpeuplé ». De plus, toutes les données d'avantages accompagnaient le fait d'avoir moins d'enfants. Les couples ayant 2 enfants ou moins étaient exemptés de l'impôt sur le revenu. Les personnes stérilisées bénéficiaient d'un traitement préférentiel pour l'accès aux prêts immobiliers et aux logements sociaux. La campagne du gouvernement a fonctionné, peut-être même trop bien. Au milieu des années 70, la Corée du Sud avait réduit son taux de fécondité, c'est-à-dire le nombre d'enfants par femme, de plus de 6 enfants par femme à un peu moins de 4. Dans les années 1980, le taux de fécondité de la Corée du Sud était passé sous les 2 enfants par femme et n'est jamais remonté depuis. Mais en même temps, son économie était méconnaissable. Son produit intérieur brut avait explosé et elle était devenue l'un des principaux exportateurs mondiaux d'électronique, d'automobiles et d'acier grâce à la croissance d'entreprises comme Samsung et Hyundai. En 1995, elle s'était imposée comme la 11e plus grande économie du monde. En un peu plus de 2 décennies, le pays est passé de la crainte de la surpopulation à la mise en place de politiques qui allaient finalement créer une toute nouvelle crise. Une crise plus dangereuse que l'autre. Pendant cette transformation économique, le taux de fécondité a continué de baisser. Au point qu'en 2023, la Corée du Sud a atteint un taux de fécondité historiquement bas de seulement 0,72. Le taux le plus bas jamais enregistré dans l'histoire de n'importe quel pays. À la sortie de ce rapport, on prévoyait une baisse continue du taux de fécondité sud-coréen, semant la panique chez les responsables gouvernementaux. À la suite de ces rapports, le président Yoon Seok-yeol a déclaré une urgence nationale démographique et a demandé au Parlement de créer le ministère de la lutte contre la faible natalité. Mais que signifient vraiment ces chiffres sur la natalité ? Eh bien, pour faire simple, chaque population doit maintenir un taux de fécondité de 2,1 ou plus pour croître sur le long terme. À ce taux, une femme donne naissance à suffisamment d'enfants pour se remplacer elle-même et son partenaire.
en tenant compte du taux de mortalité infantile dans la société. Mais lorsque vous êtes en dessous de ce chiffre, surtout pendant longtemps, cela finit par devenir catastrophique. Si une génération ne fait pas assez de bébés, elle ne pourra pas se remplacer elle-même. Si vous combinez cela avec une diminution du nombre de jeunes qui arrivent, la population commencera également à vieillir rapidement, ce qui fera exploser dans les décennies suivantes le ratio de personnes trop jeunes ou trop âgées pour travailler par rapport à celles en âge de travailler. Dans le cas de la Corée du Sud, d'ici 2050, on s'attend à ce que 40% de la population du pays ait plus de 65 ans, ce qui pourrait en faire le pays le plus âgé du monde. En plus de cela, la Corée du Sud a déjà la 3e espérance de vie la plus longue au monde, avec une moyenne de près de 84 ans. Cela signifie que plus de personnes seront à la retraite, percevant la pension de l'État, avec moins d'actifs pour contribuer à son financement. En somme, les dépenses du pays devront croître, alors que les recettes fiscales baisseront à cause du manque de main-d'œuvre. On prévoit que le régime de retraite d'État sera épuisé d'ici 2055, ce qui signifie que dans quelques décennies, les retraités en Corée du Sud pourraient ne plus avoir de filet de sécurité pour les aider à subsister. Vous pouvez maintenant comprendre pourquoi c'est catastrophique. De plus, on prévoit que la population sera réduite de moitié d'ici la fin du siècle si cette tendance se poursuit. En réalité, les dirigeants politiques mondiaux, surtout ceux des pays occidentaux, font face au même problème. Il a fallu attendre 2005, soit 30 ans après l'abolition de leur politique antinataliste, et lorsque le taux de fécondité de la Corée du Sud a atteint un niveau historiquement bas de 1,08, pour qu'ils décident enfin de commencer à essayer de résoudre cette crise. Alors, quelles sont les raisons derrière tout cela? Eh bien, il y a 2 aspects, Aurélie. La culture du travail et l'économie. Culturellement, la Corée du Sud est extrêmement compétitive. Le statut est valorisé avant tout. Pour obtenir ce statut, il faut étudier et travailler sans relâche en sacrifiant tout pour atteindre le sommet. Évidemment, cela nuit à la qualité de vie. Selon les données de 2023 de l'Organisation de coopération et de développement économique, un groupe composé principalement de pays développés, les travailleurs en Corée du Sud ont passé en moyenne 100 heures, de plus par an au travail que la moyenne des pays développés, soit 2 heures de supplémentaires par semaine. En considérant une semaine de 40 heures, cela équivaut à près de 2 semaines de travail en plus par an comparé à la moyenne américaine. De nombreux employés doivent assister à des dîners obligatoires après le travail, rester tard au bureau jusqu'au départ du patron ou encore travailler le week-end. Beaucoup de jeunes professionnels ressentent également qu'ils doivent faire des heures supplémentaires ou consacrer le peu de temps libre qu'ils ont à étudier pour s'améliorer dans leur travail et progresser. Le marché du travail est concurrentiel, ainsi un engagement professionnel insuffisant mène à une instabilité de l'emploi. Non seulement cela signifie que les Coréens ont moins de temps à passer à la maison et à s'occuper des enfants, mais pour les plus jeunes, cela veut aussi dire moins de temps pour socialiser, sortir et peut-être rencontrer un futur conjoint. Toute cette compétition a évidemment conduit à une véritable épidémie de solitude dans le pays, où les gens sont devenus émotionnellement endurcis et moins enclins à nouer des relations. Aujourd'hui, les taux de mariage ont chuté de 40% si l'on compare 2013 à 2023, car de plus en plus de Sud-Coréens privilégiaient le travail au fait de fonder une famille. Mais mettons cela de côté un instant et parlons des Sud-Coréens qui ont surmonté cet obstacle, ceux qui sont actuellement en couple. Il y a encore d'autres problèmes culturels. Les femmes, élevées dans une culture d'hypercompétitivité, craignent avec raison que la maternité entrave leur carrière de façon permanente. Le message est que le mariage et les enfants peuvent être un frein à la réalisation de ces objectifs. Mais il y a aussi un autre aspect culturel à cela, celui des rôles de genre dépassés. Malgré la modernisation du pays et l'accès des femmes à l'éducation et aux carrières, les attentes domestiques sont demeurées les mêmes. Les femmes en Corée du Sud sont souvent encore censées être des femmes au foyer, faire la plupart des tâches ménagères et élever les enfants en plus de travailler à temps plein. La Corée du Sud a le plus grand écart salarial entre les sexes des pays développés, les femmes gagnant plus de 30% de moins que les hommes. Quitter leur emploi les rendrait économiquement vulnérables. Si elles divorcent ou se séparent, elles et leurs enfants peuvent en souffrir. Elles le savent à l'avance et, par conséquent, ne veulent pas d'enfants. Ces attentes culturelles persistent aussi de l'autre côté de l'équation. 67% des hommes affirment avoir subi une discrimination de genre concernant la garde des enfants. Pour un nouveau père qui veut aider à élever son enfant, il n'est pas rare d'entendre des choses comme « à quoi sert le congé paternité pour les hommes ?» et que cela soit utilisé contre eux. Ensuite, il y a les raisons économiques, qui sont bien sûr liées. Il devient de plus en plus coûteux d'avoir une bonne vie en Corée du Sud.
La Corée, en particulier Séoul, est confrontée à un problème de logement inabordable, une situation familière dans de nombreux pays développés. Des frais de scolarité élevés, des opportunités d'emploi stagnantes, des coûts croissants pour la garde d'enfants et des revenus en baisse par rapport à l'inflation au cours des dernières années. Le chômage est également un facteur clé. Vous voyez, depuis 2010, la Corée du Sud a le taux de pauvreté chez les personnes âgées le plus élevé de tous les pays développés, à 45%. La solution du gouvernement a été la loi sur la retraite obligatoire, qui a relevé l'âge légal de la retraite de 58 à 60 ans, permettant aux travailleurs âgés de rester employés plus longtemps. Mais cette mesure a eu un coût. Au lieu de résoudre le problème, elle a transféré la crise sur les jeunes travailleurs. Avec les employés seniors gardant leur emploi plus longtemps, les postes pour débutants se font rares, offrant moins d'opportunités aux jeunes de Corée du Sud d'intégrer le marché du travail. En 2023, les personnes âgées de 25 à 29 ans représentaient 20,3% des chômeurs, le taux le plus élevé parmi les pays développés. Le chômage des jeunes réduit leur propension à se marier et à avoir des enfants. Le résultat a été une génération de milléniaux qualifiée de génération du renoncement, ou de génération des pauvres, traduite par les 3 renoncements. Cela concerne principalement les milléniaux et la génération Z dans la vingtaine et la trentaine qui ont renoncé aux rencontres, au mariage et à la parentalité en raison des pressions socio-économiques. Avec le temps, ce phénomène s'est amplifié et aggravé lorsqu'on prend en compte le coût réel d'avoir des enfants, aboutissant à la génération des 10 renoncements. Renoncer, à tout. Un institut de recherche a découvert que la Corée du Sud était le pays le plus cher pour élever des enfants. L'un des principaux facteurs sont les hagwons, des institutions privées après l'école, offrant aux enfants un avantage dans un paysage éducatif compétitif, grâce à des cours intensifs, surtout pour l'examen d'entrée à l'université, le Seonyoung. À titre de comparaison, il y a plus de 24 000 hagwons situés rien qu'à Séoul, soit 3 fois plus que le nombre de supérettes dans la ville. Les parents coréens passent beaucoup de temps au travail et accordent la priorité à la réussite éducative et économique de leurs enfants. Ils dépensent donc des sommes considérables dans l'éducation privée. 442 000 wons par mois par élève de l'école primaire, 490 000 wons par collégien et 520 000 wons par lycéen. Pour le salaire médian sud-coréen d'environ 3 300 000 wons, cela signifie que le coût de l'éducation privée de chaque enfant représente à lui seul plus de 10% de leurs revenus. Tous les problèmes liés à la culture du travail en Corée du Sud s'étendent à la culture scolaire des enfants. De longues heures et peu de temps libre. Tout cela représente un coût financier pour les parents, un coût qui continue d'augmenter. Depuis 2020, les dépenses en éducation privée ont augmenté chaque année, atteignant un record de 29 000 milliards de wons, malgré la baisse du nombre total d'élèves, passant de 5,21 millions en 2023 à 5,13 millions en 2024. Environ 78% des élèves fréquentent dans les hagwons en 2024. Ce n'est pas uniquement réservé aux riches. La plupart des élèves sud-coréens ne peuvent simplement pas vivre comme des enfants. Avec le sentiment accru de comparaison alimenté par les réseaux sociaux, de nombreux Sud-Coréens s'interrogent sur leur capacité à offrir ces opportunités à leurs enfants. Sinon, ils pensent simplement ne pas devoir en avoir du tout. Comme nous pouvons le voir, il y a beaucoup de choses à changer en Corée du Sud pour améliorer le taux de natalité. Comme mentionné précédemment, ces changements n'ont été mis en place qu'à partir de 2005 Edway. Pourtant, cela a été en grande partie un échec jusqu'à présent, et même 2024 pourrait finir par être considéré comme un coup de chance. Alors, qu'est-ce qui a changé entre maintenant et cette époque ? Au début, ils ont instauré cette année-là la loi cadre sur le faible taux de natalité dans une société vieillissante, exigeant un nouveau plan tous les 5 ans sur la façon dont le gouvernement va s'attaquer au problème du taux de natalité, similaire à l'approche adoptée par 2 autres pays à faible fécondité, l'Allemagne et le Japon. Les premières et deuxièmes versions de ce plan, de 2006 à 2010, puis de 2011 à 2015, comprenaient des politiques et des mesures pour soutenir la grossesse et l'accouchement, ainsi que des services de garde d'enfants, afin d'alléger la charge financière des couples pour élever des enfants. Cela s'est traduit par des incitations fiscales, une augmentation des structures d'accueil pour enfants, un soutien à l'éducation et une aide aux couples infertiles. Le 3e plan de base pour la faible fécondité et la société vieillissante en Corée, comme on l'appelait, de 2016 à 2020, s'est concentré sur l'octroi d'un soutien supplémentaire à la recherche d'emploi et au logement pour les jeunes mariés afin de répondre aux facteurs financiers qui contribuent à retarder le mariage et à prolonger le célibat, comme leur accorder la priorité pour l'achat d'un nouvel appartement qui serait très demandé. Enfin, ils ont augmenté les subventions de 130 000 $ pour les parents ayant des enfants de moins de 5 ans à 400 000 $.
en élargissant l'offre à toute la population du pays et non plus seulement aux familles à faible revenu, et ont porté le congé de paternité de 3 à 10 jours. Entre 2006 et 2016, 70 milliards de dollars ont été dépensés pour tenter d'augmenter le taux de natalité sans succès. C'est peut-être pourquoi le gouvernement a révisé la 3e phase en 2018, annonçant la feuille de route politique pour une nation inclusive. Le nouveau plan a conçu une transition vers une politique visant à améliorer la qualité de vie de toutes les générations, sur la base de la critique selon laquelle les plans précédents se concentraient simplement sur le rôle du gouvernement pour encourager la natalité sans placer les personnes au centre. L'objectif était d'atteindre un taux de natalité de 1,5 d'ici 2020, mais le taux réel a finalement été de 0,84. La Corée du Sud a lancé la 4e version de son plan en 2021, comprenant davantage d'incitations. Jusqu'en 2023, rien ne semblait fonctionner. Et ce, malgré le fait d'avoir dépensé plus de 270 milliards de dollars depuis 2006 dans des programmes visant à augmenter le taux de natalité. Il ne cessait tout simplement de baisser. Ainsi, depuis 2022, la Corée du Sud a adopté des politiques bien plus agressives et s'est montrée nettement plus généreuse financièrement. Depuis lors, les mères reçoivent un paiement unique de 2 millions de won, soit 1510 dollars, à la naissance d'un enfant, et 3 millions de won, soit 2030 dollars, pour chaque enfant supplémentaire. Au lieu de suivre la voie principalement axée sur les programmes et les subventions qui avaient défini les 15 années précédentes, le gouvernement a commencé à distribuer de plus en plus d'argent directement aux nouveaux parents. C'était peut-être une coïncidence, mais peu de temps avant cette décision, une étude a été publiée analysant l'efficacité des programmes natalistes de la Corée du Sud. Et elle a conclu que plus de 74% des 270 milliards de dollars dépensés pour le programme étaient allés à des naissances inframarginales, c'est-à-dire des enfants qui seraient nés de toute façon, même sans les incitations financières. L'étude a également conclu que le niveau des prestations devrait être 15 fois plus élevé pour avoir un impact significatif sur les taux de fécondité. En 2024, le gouvernement sud-coréen a renforcé ses incitations à la planification familiale, probablement en réponse à un rapport interne. Alors qu'en 2023, l'allocation mensuelle pour les bébés jusqu'à 1 an était de 700 000 won. Elle est passée à 1 million de won en 2024. Et de 350 000 won pour la 2e année à 500 000 won. Après avoir accordé au père 10 jours de congé de paternité payés en 2024, ce chiffre a maintenant doublé pour atteindre 20 jours en 2025, mais les bénéfices persistent au-delà de la petite enfance. Pour faciliter la tâche d'élever un enfant, les parents peuvent demander un congé parental partiellement payé, d'une durée maximale d'1 an et demi, si leur enfant a moins de 12 ans. Au niveau municipal, ces programmes sont encore plus généreux. Séoul, capitale de la Corée du Sud, octroiera des aides au logement aux nouveaux parents locataires. La ville versera 300 000 won par nouveau-né et par mois pendant 2 ans si le couple continue de vivre dans la ville. Il n'y a pas de plafond de revenus fixé pour être éligible, mais la famille doit avoir un loyer mensuel de 2 680 000 won ou moins. Si les parents décident d'acheter une maison, ils ne seront plus éligibles à la subvention. Néanmoins, ils seront prioritaires pour l'abonnement au logement. Les couples peuvent s'inscrire pour obtenir une nouvelle maison avant sa construction quelques années à l'avance. Les sinistrés devront payer pour leur nouveau logement, mais bénéficieront d'un prêt gouvernemental à faible taux d'intérêt. La ville de Gwangyang offre des subventions pour les soins médicaux, les tests de fertilité, les soins prénataux, ainsi qu'1 million de wons lorsqu'une femme tombe enceinte. La province du Jeolla du Sud, la province qui se dépeuple le plus rapidement en Corée du Sud, promet 200 000 wons par mois et par enfant jusqu'à ce qu'ils atteignent 19 ans. La ville de Hwaxiang réserve certains appartements aux jeunes couples mariés qui font le double de la taille moyenne mais ne coûtent qu'un tiers du prix d'un logement standard. Et ce ne sont que quelques exemples par ville. Au total, le gouvernement a réservé 13,8 milliards de dollars pour faire face à la crise de la natalité en 2025, soit une augmentation de 22% par rapport à 2024, ce qui est monumental. Mais il n'y a pas que les gouvernements qui tentent de résoudre ce problème, les entreprises s'y mettent aussi. C'est peut-être une prise de conscience qu'ils auront besoin de plus de jeunes travailleurs à l'avenir. Cela pourrait être dû aux incitations fiscales et aux subventions gouvernementales qu'ils reçoivent, ou par patriotisme. Ou peut-être que c'est une combinaison des trois. Par exemple, la société de construction Buyong Group offre 100 millions de wons aux parents et aidera les familles avec 3 enfants à payer leur logement. Alors que Songbang Lane Group offre 30 millions de wons, cela ne représente qu'un aspect du problème. Car quel que soit l'argent investi, cela ne résout pas le problème fondamental qui est sociétal.
Il y a eu des hauts et des bas sur ce chemin. Par exemple, les Sud-Coréens travaillent 200 heures de moins par an qu'en 2013, mais ils travaillent toujours le 6e plus grand nombre d'heures parmi tous les pays développés du monde, soit 1872 heures par an. En 2023, alors qu'on s'attendrait à ce que le gouvernement se concentre sur le problème du taux de natalité, ils ont tenté de faire passer une loi augmentant la durée légale du travail hebdomadaire de 52 à 69 heures, ce qui aurait pu aggraver la situation. C'était un revirement stupéfiant, surtout que le gouvernement avait plafonné en 2018 le nombre d'heures de travail à 52, soit 40 heures, plus 12 heures supplémentaires par semaine contre 68 heures auparavant. D'importantes manifestations des générations Z et Y ont empêché l'adoption de cette mesure. Pour combattre l'épidémie de solitude, la Corée du Sud a adopté des méthodes pour le moins intéressantes. La ville de Séoul a lancé une initiative de 322 millions appelée « Séoul sans solitude ». Elle offre une ligne d'assistance 24/7 contre la solitude, des espaces de restauration communautaire et des programmes de réenfantement, de récompenses pour la participation aux événements sociaux. Le gouvernement offre également 700 000 won aux jeunes socialement isolés, âgés de 9 à 24 ans, pour les aider à réintégrer la société. Le jour de la Saint-Valentin en 2025, le gouvernement métropolitain a organisé un événement appelé « Nuit de l'art romantique », réunissant 50 hommes et 50 femmes dans un lieu de la ville. L'événement comprenait un dîner, du champagne, un bingo sur le thème de l'amour et un exercice où les 100 participants se regardaient dans les yeux pendant 10 secondes. L'événement, qui a attiré près de 2400 personnes, s'est terminé sur une note positive, avec la moitié des participants déclarant avoir trouvé un partenaire. Pendant ce temps, le district de Sahagu à Busan, la 2e plus grande ville de Corée, lance un programme où ils sélectionneront des célibataires éligibles du district né entre 1981 et 2001 et organiseront un événement de rencontre. Ils offrent 1 million de won aux couples qui commencent à sortir ensemble grâce à cela, mais ce n'est pas tout. Ils verseront ensuite 2 millions de won si les couples rencontrent les parents de l'autre et 22 millions de won s'ils se marient. Le conseil du district soutiendra même les jeunes mariés avec un dépôt de garantie de 30 millions de won pour un logement ou 800 000 won de loyer mensuel pendant 5 ans maximum. C'est assez dirigiste pour le moins. Les effets de ces politiques commencent peut-être à se manifester actuellement. Comme mentionné, le taux de natalité est passé de 0,72 en 2023 à 0,75 en 2024. En d'autres termes, un total de 238 300 bébés sont nés en 2024, soit une augmentation de 3,6% par rapport au niveau historiquement bas de seulement 230 000 en 2023. Malgré tout, jeter de l'argent sur ce problème ne le résoudra pas à long terme, car c'est un problème de société. En Corée du Sud, l'hypercompétitivité commence dès l'enfance avec un système éducatif impitoyable qui mène à des cultures de travail tout aussi féroces. Cela doit finalement être corrigé. Les gens ont besoin de plus de temps hors travail pour rencontrer de nouvelles personnes. Pour être franc, en observant l'Europe, notamment la France, l'Italie et l'Allemagne, où l'immigration a été utilisée pour augmenter la natalité, cela n'a pas fonctionné. Les immigrés finissent par s'assimiler à la 2e ou 3e génération, avec des taux de natalité similaires aux natifs. Pendant ce temps, des pays comme la Hongrie et le Japon, qui ont évité l'immigration comme solution et qui ont de nombreux programmes sociaux similaires à la Corée du Sud, ont continué à voir leur taux de natalité baisser. Donc clairement, la Corée du Sud fait quelque chose de bien, du moins pour l'instant. Reste à voir s'il s'agit d'un pic ponctuel ou si cela marquera le début d'une croissance régulière. La croissance était modeste mais présente malgré tout. L'objectif pour 2030 est d'atteindre un taux de natalité d'un enfant. Parce qu'un déclin démographique plus progressif, combiné aux avancées technologiques et aux gains de productivité, pourrait permettre un atterrissage en douceur plutôt qu'un effondrement démographique qui peut sembler inévitable dans cette nouvelle ère technologique. Mais nous verrons comment cela fonctionne. Cliquez sur le lien en description pour profiter de 10% de remise sur votre premier mois de thérapie. À bientôt dans la prochaine vidéo.